C'est un cas des poils. C'est un animal qui a des poils. Hein, un animal qui a des poils. C'est un animal qui tient ses petits dans son ventre et qui va donner du lait. La maman va donner du lait pour élever les petits. Et ça, c'est la définition des mammifères. C'est le seul mammifère volant. Vous allez entendre parler de l'écureuil volant, mais ce n'est pas vraiment volé. Il a beaucoup de peau et il va planer. Par contre, la chauve-souris est capable d'aller dans la direction, n'importe quelle direction. Pipistrelle, on va y revenir, puisque c'est une des espèces. La nuit, quelle idée d'aller voler la nuit? Quelle idée? Pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas le jour? Non, laissez-le faire, laissez-le faire. Une chauve-souris. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle vole la nuit? Quelle idée de voler la nuit? Cherche à manger. Il vole la nuit. Il attrape toutes les insectes pendant la nuit. Et il en sort 3000 insectes qui mangent la chauve-souris. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Oui, mais c'est une science. Et donc, le fait de voler la nuit, j'évite un tas de prédateurs. Et il fait beaucoup plus frais. Parce que quand je vole, essayez de vous imaginer qu'on se retrouve avec deux grandes ailes. Déjà, quand on fait un petit footing, on transpire beaucoup. Alors essayez un peu de voler. Allez voir ce que vous allez avoir comme énergie à dépenser, ce que vous allez avoir comme transpiration. Et donc en volant de nuit, j'ai quand même beaucoup plus de chances d'avoir un temps frais, un temps plus frais qui va permettre justement de transpirer moins et plus facilement. Horreur, j'ai expliqué. J'ai expliqué horreur puisqu'on a dit à un moment donné, on a essayé de focaliser nos mentalités pour dire tout ce qui vole la nuit, tout ce qui vit dans la forêt, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et donc on a ça en horreur. En plus, quand on voit une souris, on sait où est la queue et on sait où est la tête. Par contre, quand on voit une chauve-souris, c'est comme les araignées, c'est droite, c'est gauche, ça se trouve de quel côté. Et ça, c'est un peu tout cet aspect, parce qu'on ne s'y retrouve pas, et on n'arrive pas à bien localiser l'endroit où se trouve la tête, ce qui ressemble à nous. Or, la chauve-souris nous ressemble énormément. On va y revenir. Radar, je vais y revenir quand je vais parler de l'écolocation. Et printemps, ça madame? J'aimerais bien qu'on Parce qu'ils arrivent, on commence à les voir quand le printemps arrive. Oui. Donc Oui. moi je me dis, une fois qu'on les voit, normalement la saison elle est... Ah oui, elle est bien engagée, voilà. Etc. Et alors pourquoi est-ce que lorsqu'on la voit au mois d'avril... Parce qu'ils ont fini l'hibernation. Oui, et c'est quoi l'hibernation? On en a parlé là. Hein? C'est vraiment phénoménal. Hein? Essayez de vous imaginer, comme nous, c'est un mammifère, comme nous, elle est endotherme. Ça veut dire qu'elle peut faire sa température intérieure. Nous avons une température intérieure de 36 degrés et on maintient cette température. Même si dehors il fait moins 10, on essaye de tenir cette température. Notre corps va essayer d'y arriver, puis on essaye quand même de se vêtir. Hein. Je ne dis pas que si je suis tout nu à moins 10, que je vais tenir très longtemps le 36 degrés. Et donc, on essaye de maintenir cette température. Mais elle, la chauve-souris, est en plus capable d'adapter sa température à l'environnement dans lequel elle se trouve. Ce qui fait qu'en hiver, quand elle est en hibernation et qu'elle pend la tête en bas, elle peut descendre jusqu'à 3 degrés. La seule chose qu'elle ne peut pas faire, c'est geler. Elle va elle-même trouver le système pour être quelque part à l'abri du gel. Par contre, là où elle hiberne, il lui faut énormément d'humidité. Il faut presque 100% d'humidité parce que justement cette peau qu'elle a pour voler peut très vite se dessécher. Si elle se dessèche, c'est difficile, hein? Si elle se dessèche, comme les chaussettes de l'archiduchesse, elle risque de complètement couper sa peau au moment où elle va vouloir voler. Ça va complètement, c'est comme un vieux cuir qu'on a laissé un peu trop longtemps,
dès qu'on l'écarte un peu, tout tombe en petits morceaux, bien là ce serait la même chose. Printemps. Vampire. Qu'est-ce que c'est qu'un vampire? C'est quoi un vampire? Non? Dracula? Dracula? Ah, on n'a plus les mêmes lectures. En général, vous parlez de Dracula juste avant qu'ils vont dormir. Comme ça, vous êtes sûr de passer une belle soirée. Hein, donc, ça, vous allez apprécier. Alors, 3 espèces qui vivent en Amérique du Sud ont l'habitude de consommer du sang. Elles ont besoin pour ça de trouver des bestiaux qui sont occupés de dormir. Elles vont se rapprocher un tout petit peu. Elles sont toutes petites. Hein. Il leur faut par nuit la moitié d'une cuillère, du contenu d'une cuillère à café de sang. Donc c'est vraiment minime, c'est quelques gouttes. Et ça leur suffit à eux, mais ils ont un métabolisme, ils sont toutes petites. Donc elles vont faire une incision et en général, mais elles sont pas en Amérique du Sud. Donc moi je ne vais pas en Amérique du Sud. Et si vous allez en Amérique du Sud, il faudra encore dormir dehors. Il faudrait faire. Et puis si on dort dehors, il faut encore qu'il y ait une chauve-souris vampire qui passe. En plus, sur les 3 espèces, il y en a 2 qui sont très rares. Donc vous voyez qu'il y a très peu de chances quand même de pouvoir rencontrer ce genre d'animaux. De quoi? Quel est le pourcentage de tomber sur une enragée? Alors, on va attaquer la question tout de suite. Alors, il y a la rage transmise par les chiens et par le renard, par les canidés. La chauve-souris peut être porteuse d'un virus de la rage, European Bat Lisa virus, je pense, mais je suis plus sûr du nom, mais qui est un virus de la rage, mais qui n'est pas le même que celui du virus des chiens et des renards. Mais vous devez déjà trouver une chauve-souris. Il faut déjà la prendre en main. Il faut déjà qu'elle vous morde. Si elle vous mord, il faut encore qu'elle soit porteuse du virus. Donc vous voyez qu'il y a tellement peu de chance qu'on dit qu'il vaut mieux jouer au loto. Vous avez peut-être plus de chances que d'obtenir la rage. On parle de 1 sur 10 millions. Donc, il y a peu de chance. D'accord? Mais elle transporte cette maladie. Alors, les pipistrelles qu'on va voir ce soir, les habituelles, en Europe, il n'y en a aucune qui a été détectée porteuse de ce virus-là. Or, c'est elle qui est la plus courante en Europe. Donc, il y a vraiment très peu de chances. Vampire, j'ai expliqué. La tête en bas. Quelle peut être l'utilité pour une chauve-souris de dormir la tête en bas? Quelle idée! Vous voyez pas tout ce qu'il faut comme système. Donc nous avons dans nos veines, nous avons des valves qui nous font remonter le sang. Les gens de mon âge ont de temps en temps des petites boules, c'est parce que les valves, elles ne fonctionnent pas trop bien. Et donc, ça fait remonter le sang, ça aide à faire remonter le sang. Elle a ça, mais à l'envers. C'est pas pour réguler sa température. Non. Mais ça pourrait. L'idée n'est pas mauvaise. Hein, le fait d'avoir le sang qui voyage régulièrement dans tout le corps, ça pourrait. C'est quoi? C'est pour l'irrigation du cerveau. Moi, je ne dors pas la tête en bas et il est très ici. Et puis, quand elle est en hibernation, je ne sais pas, quand elle reste... Parce que si moi je dors la tête en bas, je vais rattraper une grosse tête. J'ai des ailes. D'accord? J'ai des ailes. Si je veux me poser sur mes jambes, droit, je veux dormir droit, j'ai besoin d'avoir des os très solides et des muscles pour pouvoir tenir. Si je veux décoller, j'ai besoin encore plus de masse musculaire pour pouvoir sauter en l'air et pouvoir ouvrir mes ailes. Par contre, si je pars à l'envers, j'ai besoin que des fines guiboles, un tout petit peu de muscle, juste de quoi pouvoir m'accrocher. Et en cas où je veux m'envoler, je me lâche, et hop, j'ouvre mes ailes et je suis là. D'accord?
Alors c'est là qu'intervient le système. Vous vous souvenez à l'époque où on devait plumer les poules? Je crois que vous avez la même couleur de cheveux que moi. À l'époque où on devait plumer les poules et qu'on devait les préparer, on prenait les pattes, on tirait sur le nerf et on avait la patte qui se fermait, etc. Bien chez la chauve-souris, c'est exactement le même système. Elle a simplement un crochet, donc ça c'est le bout de son pied, c'est son orteil, c'est l'orteil, et donc elle va essayer de s'accrocher. Mais elle a un système, le tendon passe par une excroissance de l'os, ce qui fait que dès qu'elle s'est laissée aller, elle est indétachable. La chauve-souris peut mourir en pendant, il faudra attendre sa décomposition pour qu'elle tombe. Hein, comme on faisait dans le temps avec les poules pour faire du vol au vent, on les mettait au-dessus du plat et on attendait qu'elles tombent. Mais donc, c'est ce système qui permet justement de coincer ce système de griffe. Si j'ai simplement le tendon, la griffe, il faudra volontairement qu'elle s'accroche. Tandis que là, c'est comme les poules vont sur le bâton, dès qu'elles plient, c'est terminé, elles ne vont plus tomber. Et ici, c'est la même chose avec les chauves-souris. Donc, c'est une sacrée adaptation quand même. La vie a réussi à trouver des mécanismes et elle l'a trouvé 2 fois. Parce qu'il existe des petites chauves-souris, celles qu'on a par chez nous, mais il existe aussi des très grandes chauves-souris. On divise d'ailleurs les chauves-souris en 2 groupes, les micro-chiroptères, micro, petits, et les méga-chiroptères, les très grands. Alors, on va en profiter. Quelle est la plus petite chauve-souris? Qu'est-ce que ça pourrait poser la plus petite chauve-souris du monde? La taille. Pas d'idée? C'est le plus petit mammifère du monde est une chauve-souris. 3 cm. Et maintenant, la plus grande. Non? Quelqu'un qui va me demander? Non? Non, personne? Mon gaillard, il va venir m'aider. Ouais, viens m'aider. Allez. Yes. Allez. Mademoiselle. Mon... Il y a Camille qui arrive, Martin. Ah ouais. Tu veux m'aider? Voilà la plus grande chauve-souris du monde. On ne va pas voir ça ce soir. C'est uniquement du côté de l'Asie. C'est le canon. Elle fait à peu près 1m30, je pense, d'envergure. C'est uniquement des frugivores. C'est uniquement des mangeurs des fruits. D'ailleurs, elles ont un museau. On les appelle des renards volants. Et ça se mange. Dans les pays asiatiques, ça se mange. On n'a pas ça du tout chez nous en Europe, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, j'aurais très peur de passer là-dessus si elle vient de manger beaucoup de pêche bien fraîche et qu'elle se sent une petite flatulence. J'aimerais autant qu'elle ne soit pas au-dessus de ma tête. C'est quand même gênant. C'est quand même assez gênant. Alors, on en était où? Les différentes, la tête en bas, on en a parlé. Les cheveux. Les cheveux. D'où est-ce que ça peut venir? Je vais tendre ici des fils de nylon de l'épaisseur d'un cheveu. Je vais en mettre toute une série. Il n'y a pas une chauve-souris qui va toucher. Donc, vous pensez bien que vos cheveux. Alors on pense que c'est lié au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, parce qu'on voulait que les jeunes filles rentrent tout de suite à la maison. Et surtout quand il faisait presque noir, on disait attention, elle s'accroche dans les cheveux. Ce qui fait que les jeunes filles
rentrer beaucoup plus vite. Les garçons, Ça ne marche plus, ça. c'est encore comme ça, non? Non, Non, ça ne marche plus, ça. ça ne marche plus, mais moi, ma grand-mère me disait Oui, fais attention, si, ça, ah, ça si, va si, s'accrocher. c'est ancré à chaque... Pas pour rentrer, mais. Je elle pense me qu'à disait, chaque animation, j'ai quelqu'un qui me ouais, parle c'est des ça. cheveux. Et qui Mamie, dit, elle disait tiens, mes attention, la grands-parents nuit, s'il y a une disaient ça. chauve-souris, fais attention à tes cheveux. Bah non, moi j'ai une collègue, elle me dit, il y avait une chauve-souris, elle me dit. Ouais, c'est ça, t'as Oui, t'as ah oui. tendance Il n'y a ouais. aucun... Non, C'est pratiquement impossible qu'elle vous touche, tellement leur système est perfectionné. C'est vraiment... Et on pense exactement que ça vient de là, hein, de ces mentalités du Moyen-Âge, pour essayer justement de ne pas... Alors, monsieur m'a déjà vendu la mèche. Il m'a déjà vendu la mèche. Combien ça? Combien la petite pipistrelle qu'on va voir tout à l'heure, je vois que vous parlez de moustiques. Combien de moustiques est-ce qu'une petite pipistrelle de rien du tout, elle peut manger sur une nuit? Vas-y, laisse tomber. Ça, c'est ce qu'elle peut manger sur une nuit. On arrive encore à expliquer. Et on arrive encore à expliquer. Et on arrive encore à être piqué. Mais ça, c'est parce que vous avez vraiment pas de chance. Il n'y a pas assez de chauves-souris dans votre coin. Et encore, c'est une question d'acide butyrique, c'est une question de moi, j'ai de la chance, il y a un moustique dans la chambre, c'est pas pour moi. C'est madame qui va se le payer. Et donc, 3000 moustiques, c'est à peu près 600 insectes par jour. Une chauve-souris essaye de capturer 600 insectes. Essayez de vous imaginer. Plus un corps est petit, plus proportionnellement sa surface de peau est grande. C'est pour ça qu'on couvre les enfants. Il y a le système que les enfants ne se régulent pas encore tout à fait bien non plus, mais surtout le fait que la déperdition de sa chaleur va être énorme. Les baleines vivent dans les eaux très très froides. Elles sont énormes parce que proportionnellement, leur surface de peau est plus petite. Proportionnellement, je parle. Et donc ici, c'est un animal, un mammifère, qui est petit, qui vole, donc qui a besoin d'un métabolisme mais terrible pour avoir de l'énergie. Et donc elle est obligée de consommer énormément d'insectes sur une nuit. Merci beaucoup, mademoiselle. C'était fait avec grâce. Oui, merci Camille. Qu'est-ce qu'on avait encore? Moustique. Hibernation, on en a parlé un petit mot, mais je vais y revenir. Grotte, on va y en reparler pour l'hibernation. Des ailes. Alors, la vie ne s'est jamais cassé la tête. Lorsqu'elle a besoin de trouver une solution, parce que j'ai oublié de vous dire, j'avais commencé à parler de ça, il existe des micro-chiroptères et des méga-chiroptères, donc deux groupes parmi les chiroptères. Et lorsque vous voyez l'ensemble des espèces de mammifères qu'il y a sur la Terre, un mammifère sur 4 est une chauve-souris. Donc c'est le groupe le plus important. Et chez nous, ici, en région, voilà, c'est le groupe le plus important. Il y a 23 espèces de chauves-souris en Belgique. Alors que des lapins, des lièvres, des cerfs, les sangliers, etc., ces petits groupes-là, eh bien, il n'y en a pas autant. Si vous prenez que les insectivores purs, le hérisson, la musaraigne, puis vous avez pratiquement fait le tour. Alors que vous avez encore tout ce groupe des chauves-souris. Eh bien, on pense que ces deux groupes n'ont pas le même ancêtre commun. C'est deux mammifères différents qui, dans deux parties du monde différentes, se sont adaptés au monde de la nuit pour échapper à des prédateurs et ont développé les mêmes adaptations, ces fameuses ailes pour savoir voler. Et si vous regardez bien, eh bien, on a une sacrée similitude. On a simplement nos doigts qui se sont allongés pour venir faire pour tendre cette fameuse peau. Ça va? Tout le monde voit bien là?
Hein, si on voit, donc, on a les doigts qui se sont allongés pour tendre cette peau qui permet justement le vol. Ça va? Donc ça c'est quand même une sacrée adaptation. Hein. C'est comme si je prenais ma peau ici, que j'arrivais à mettre mon bras à l'intérieur et que j'arrivais à tendre cette peau. Une chauve-souris qui se blesse, eh bien, ça va très vite se cicatriser, beaucoup plus vite que chez nous. C'est tellement irrigué que ça doit guérir, puisque si on l'empêche de voler ne fût-ce qu'une nuit, elle va déjà perdre beaucoup de son énergie. Alors, aveugle. Ça, je l'ai de temps en temps. Nous, on est les meilleurs. On a combien de sens? 5. Le bon sens ne fait pas partie. Donc on a 5 sens. On a le sens l'ouïe. Elle entend très très bien. Et elle entend les bruits normaux. Elle a un très très bon odorat, comme tous les mammifères. Hein, nous, on a un odorat perfectionné. C'est pratiquement le cas de tous les mammifères. Il ne faut jamais oublier qu'à l'époque des dinosaures, nous, on était une toute petite bestiole comme ça, et on vivait la nuit. Et c'est pour ça que nous, les mammifères, nous n'avons pas développé beaucoup de couleurs. Nous n'avons pas de bleu, on n'a pas de rouge écarlate comme les oiseaux. On a vécu toute cette période-là, la nuit, et on s'est développé qu'après la disparition, il y a 65 millions d'années, des dinosaures. Et donc, on a ce sens de l'odorat. On a quoi encore? Le toucher. Le toucher est extrêmement important chez les chauves-souris. Chez nous aussi. Hein. Nous percevons le sens du vent. Nous percevons la présence de quelqu'un qui nous frôle. Parce qu'on a cette sensation. Mais eux l'ont encore plus que nous. Parce que la plupart du temps, on pense que les chauves-souris capturent les moustiques avec la bouche. Et pas du tout. Les chauves-souris, elles ont des grandes ailes. Pourquoi je ne m'en servirais pas quand j'attrape un moustique pour le coincer avec mon aile et pour aller le manger? Pourquoi est-ce que je n'essayerais pas de coincer le moustique avec cette peau que j'ai entre mes pattes arrière pour pouvoir aller la manger? Donc elle se sert de tout ce qu'elle peut pour essayer d'attraper les insectes quand elle est tout près, quand elle est tout proche de l'insecte. Et donc elle a besoin de sentir à quel endroit se trouve un moustique. Nous, en général, on sent le moustique. Il est légèrement tard. Mais bon, c'est comme ça. Hein? Donc elle doit le sentir avant qu'il ait fait. Qu'est-ce qu'il y a encore comme sens? La vue. Alors, les chauves-souris sont aveugles. Oubliez ça. Elles voient exactement comme ça. Elles ont pratiquement les mêmes performances de vue que nous. Mais si jamais ici, à Velaines, c'était la nuit noire, et que je vous dis, vous pouvez avoir un verre gratuit au bistrot, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui se coinceraient la tête contre le mur qui se trouve là. Parce que normalement, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez quand il fait vraiment noir. Or, essayez de vous imaginer, vous prenez un grain de riz, ça c'est la taille d'un moustique. En pleine nuit, elle arrive à attraper ce moustique. Nous, même si je prends maintenant un grain de riz, que je le lance en l'air et que je vous dis chercher après, je peux repartir à Comines, hein, j'ai le temps jusque demain. Donc, vous voyez, c'est le phénomène du développement que ces animaux ont réussi à avoir. Qu'est-ce qu'on a fait? Et le goût. Elle est capable de dire, tiens, j'ai mangé une pizza, un bon moustique, ça c'était un mauvais moustique, ça c'était un moustique tigre, ça c'était... Non, elles sont capables d'avoir une certaine sélection. On s'arrête là. Ça c'est le même sens que nous. Mais elle a encore 3 sens supplémentaires par rapport à nous. Essayez de vous orienter en pleine nuit noire. On attend ici minuit, on ferme toutes les lumières et je vous dis retournez à votre maison.
vous allez éprouver je parle bien de la vraie nuit. Hein. Je ne sais pas si on organise ça, c'est un truc à organiser, la nuit de l'obscurité. J'emmène les gens dans les bois, il y a des gens qui restent sur place, qui ne bougent plus. Ils sont complètement, ils n'ont plus l'habitude de vivre dans le noir complet. Et on perd même, certaines personnes perdent de l'équilibre, parce qu'elles ont cette impression qu'elles n'ont plus du tout de possibilité. Or, cette chauve-souris, elle part en pleine nuit et elle doit revenir plusieurs fois par nuit pour venir allaiter ses petits. Son petit, parce qu'en général, elle n'en a qu'un seul. Et donc, elle doit revenir le nourrir. Ou bien, il faut que le matin, elle est partie le soir, il faut que le matin, elle soit proche de son endroit où elle va passer la journée. Il ne faut pas que, au moment où le soleil se lève, qu'elles doivent encore se taper 15 bornes à devoir voler pour revenir. Donc, elles organisent leur circuit. Donc, il leur faut une mémorisation, mais aussi un sens de l'orientation. Un autre phénomène qu'elles ont, c'est qu'elles sont capables, même en pleine nuit, et une nuit bien couverte, elles sont capables de voir la polarité de la lumière. Vous voyez tous mon joli minois. Tout le monde voit ma belle tête? À peu près, non? Voilà, ça c'est quand on a tous les... On va dire que la vue est une grille. Et toutes les vous voyez la grille qui est là, toutes les lignes de la grille sont dans le même sens. Par contre, il fait couvert, comme maintenant. On sait, nous, que le soleil est là-bas parce qu'on voit bien qu'il y a plus de clarté. Mais quand c'est en pleine nuit, il fait vraiment noir et qu'il y a le moindre rayon de lune qui passe, elle est capable de voir l'orientation. Parce que si je change l'orientation, vous allez voir que ça va jusqu'au noir complet. Vous voyez, si je change l'orientation, je vais aller jusqu'au noir complet. Tout le monde voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien ça là-bas. Il n'y a rien à voir, hein, c'est noir. Et donc, regardez, et ça c'est simplement, elles sont capables de cette fameuse polarité. Ça va? Ok. Donc, ça, je ne dois pas te l'expliquer, toi. Il est opticien. Il était, il est à la retraite. Sur retraite. Hein, donc, vous voyez, ça devient tout noir. Et donc, ils sont capables de dire l'orientation. Tiens, ce petit rayon qui est là, eh bien, la Lune se trouve là. Même s'ils ne voient pas la Lune. Et ça peut leur servir pour cette fameuse orientation. Ici, et puis, si je fais la polarité, voilà, ça devient tout noir. D'accord? On va faire très attention parce que si on oublie, c'est beaucoup. Je vais remettre ça de côté. Alors, donc, la polarisation de la lumière, le sens de déplacement, hein, le sens d'orientation, elle est capable de sentir par où elle doit voler, et puis cette fameuse écholocation. Alors là, j'ai besoin de mon assistante. Où est mon assistante? La poudre d'escorpion. Si elle veut, hein. Si elle s'amuse, laisse-la jouer. Hein. Ça va pour tout le monde? Oui. Il n'y a encore personne qui dort? Non, ça va. C'est pour ça que j'avais demandé qu'elle mette des fauteuils pas trop confortables pour qu'on voit ceux qui s'endorment. Que pense Petit Bout? Quoi? Je ne sais pas faire de nœud, je me suis trompé. C'est comme ça. Vas-y, recule, essaye de ne pas tomber. Encore un nœud.
C'était fait. Vas-y, recule encore un peu pour que les autres personnes peuvent voir. Maintenant, tu vas tenir fixe. Tiens, tu tiens fixe. Lorsque on émet un son, c'est comme lorsque vous êtes le long de l'eau, vous ne savez pas résister à prendre un petit caillou et plouf. Et puis vous avez des ondes qui vont jusqu'au bord et puis qui reviennent. Et bien ici, le son dans l'air est aussi une vibration. Tiens bien, tiens bien, tiens bien. Je lui envoie un son. Et vous voyez qu'il revient. On va tendre très fort. Vas-y, non, recule. Très fort. Stop. Vous voyez que le son revient, qu'il retourne. À chaque fois qu'il revient sur une point fixe, ce son voyage. Vous avez vu ça? Alors, c'est bien. Plus la chauve-souris va rapprocher, donc elle émet ses sons à partir de vocalises. Hein, parfois, c'est des appareils spéciaux. Parfois, ce sont des organes spéciaux qui émettent, mais le plus souvent, elle crie. Mais elle crie tellement fort que nous n'entendons pas son cri, parce qu'il est trop élevé. À moins de 10 cm, plus de 110 décibels. Alors si je vous demande à tout le monde de commencer à crier, et de crier, et de crier pendant toute la nuit, on ne va pas tenir la nuit. Hein? La chauve-souris, elle parvient à le faire. Et elle arrive à mettre ces sons tellement puissants qu'elle va les émettre. Dès qu'ils touchent un obstacle, ils reviennent. Et son cerveau va devoir compenser pour essayer de faire une image de son environnement à partir de ses oreilles. Nous, on voit avec les yeux, elle arrive à voir avec ses oreilles. Alors, je suis une chauve-souris, j'émets mon bip, bip, bip. À un moment donné, je touche une proie, bip, 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 bip. Eh bien, je vais questionner mon environnement. Et ce soir, vous allez voir, on va essayer de faire aller les battes détecteurs. Vous allez voir qu'il y a des chauves-souris qui font bip, bip. Et tout d'un coup, c'est qu'elles sont occupées d'enregistrer, de s'informer sur l'environnement qu'elles ont devant eux, hein, devant elles, pour savoir si c'est une proie, est-ce que c'est mangeable, est-ce que c'est un mur, j'ai autant intérêt à l'éviter. Et donc, elles vont questionner leur environnement, mais elles y arrivent sans que ça perturbe leur oreille normale. Au moment où elle émet le son, il faut qu'elle ferme son oreille normale. Sinon, elle se crierait dans sa propre oreille. Il faut ensuite qu'elle ouvre son oreille normale et qu'elle ouvre la petite oreille qui va recevoir le son qui revient. Parce que c'est un organe particulier qui se trouve dans son oreille qu'on appelle le tragus. J'ai oublié de vous dire, à la fin, je fais une petite interro pour voir s'il y en a qui ont écouté. Et le tragus. Ça va? Je le répète, tragus. Et donc, elles vont devoir refermer leur oreille au moment où ce son revient. Vous n'imaginez pas ce que le cerveau, la vitesse à laquelle ce cerveau doit dire je ferme telle oreille, j'ouvre l'autre, j'envoie le son, et fermer la barrière, et ouvrir la barrière, et attention, on va changer d'aiguillage. Et vous ne voyez pas le nombre d'informations qu'elle est occupée d'échanger en quelques fractions de seconde. Alors, je suis la chauve-souris, j'ai réussi à avoir mon papillon de nuit. Mais si je vole exactement à l'endroit où était ce papillon de nuit, lui continue sa route, je vais le louper. Donc, non seulement je dois savoir déterminer si c'est quelque chose de mangeable, parce que si c'est un caillou qui est occupé de descendre, je vais me péter les dents. Je dois savoir dans quel sens ça vole et à quelle vitesse. Donc, toutes ces informations, elle en a besoin pour faire son image. Comment est-ce que on va d'abord essayer des ultrasons.
Alors, je vais vous demander à tous et toutes de lever le bras. Aussi longtemps, et vous le maintenez en l'air aussi longtemps que vous entendez quelque chose. Alors ici, je suis à 2 Hertz. Ça va? Tout le monde? Ah, vous avez une bonne audition. On va aller à 6400 Hz. Déjà là, pour moi, c'est horrible, c'est insupportable. Insupportable. 6004. Je vais à 8006. Moi, j'entends plus rien. Hein. Je dois vous dire que moi, je n'entends plus rien. Moi, j'ai de la chance. Je vais vous faire souffler. 11 000 Hz. Ah, moi, j'entends plus. 11 000. 12 400 Hz. Ça va encore là? Ça fait. Ah ouais, ça commence à déranger, hein, légèrement. Il y a même le maire qui gueule parce qu'il Je suis à 14 000. Là, ça commence à diminuer. Regardez un peu le nombre de bras qui restent encore. J'avais envie de dire, c'est les bras les plus jeunes qui restent là. 14 600. 14 600. 15 500. 15 500, vous entendez encore? 16 500. 16 500. 16 500. 17 500. Encore. 17 500. 17 500. Oui, donc, si vous l'entendez encore, 17 500. Et 18 000 Hz. Ça, c'est pratiquement notre niveau le plus haut. On arrive jusqu'à 20 000 Hz. Ça va? Donc, vous voyez comment? Eh bien, les chauves-souris sont encore au-delà de ça quand elles vivent. Alors, c'est ça, c'est un engin de torture. Alors, messieurs, tous ceux qui, comme moi, disent qu'à partir de 8006, là, qu'on n'entend plus, c'est très bien. Comme ça, quand madame, elle vous dit quelque chose. Ça marche. Ça marche même avant ça. C'est pas ultrason. S'il vous plaît? C'est pas ultrason non plus. Non, parce que quand elles se mettent en ultrason, on les entend. Alors, donc, j'en étais à ces fameuses ultrasons. Maintenant, elle a repéré son papillon. Comment est-ce qu'elle sait si le papillon va à droite ou s'il va à gauche? Quoi? Il va activer son clignoteur, elle entend le tic, 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 tic. Mais comment est-ce qu'elle sait que c'est le droit ou le gauche? Le magnétisme. Allez-y. Françoise. Vous avez raison. Hein. Le monsieur vient de dire ce que c'était. Mais... Quand vous avez une ambulance dans votre rue, Elle est faite au Blair. oui. Vous savez dans quel sens elle va, plus ou moins? Est-ce qu'elle se rapproche de vous ou est-ce que vous savez dire qu'elle s'éloigne? Pas quand il diminue. Quand il diminue, elle s'éloigne. C'est le 8e sens. Fermez les yeux. Vous savez où il est? Le bruit, vous savez à peu près où il est. D'accord? Vous savez à peu près déterminer l'endroit.
dans un sens horizontal. Ah, pardon. Non, mais essaye, ton idée est bonne. Ton idée est bonne, voilà. Et voilà, vous arrivez à percevoir dans quel sens je tourne. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fameux effet Doppler. Ce que monsieur expliquait, l'effet Doppler qui lui permet de savoir, tiens, il va vers la droite, il va vers la gauche, elle s'éloigne de moi, ce papillon vient vers moi. Et donc c'est quand même important. Et c'est plus précis pour elle, hein, parce que c'est minuscule un papillon. Alors, est-ce que le papillon n'a vraiment aucune chance? Une fois qu'il est détecté, est-ce qu'il a vraiment aucune chance? Est-ce qu'il va se faire détecter? Il y a certains papillons qui perçoivent les ultrasons des chauves-souris et se laissent tomber. Je fais un caillou. Ils se laissent tomber, la chauve-souris passe au-dessus. Elle dit, bah, c'est un caillou, pas la peine, c'est quelque chose qui tombe. C'est pas la peine que j'aille. Et puis, il y a des papillons, pas chez nous, mais dans d'autres parties du monde, ils font de l'espionnage pratiquement industriel. Au moment où ils reçoivent l'ultrason de la chauve-souris, ils envoient un faux signal. Le papillon est ici, il est détecté par la chauve-souris, et le papillon envoie un signal comme quoi il est là. Et la chauve-souris va se diriger vers ce faux signal et elle loupe son papillon. Donc ils arrivent à trouver des systèmes pour combattre. Et ça, c'est partout dans la nature. Un prédateur s'adapte à sa proie. Puis il y a sa proie qui va prendre un avantage, qui va trouver, la vie va lui donner une nouvelle solution, hein, par exemple courir plus vite. Eh bien, il faudra un certain temps pour que le prédateur puisse courir plus vite. Je pense que là, j'ai dit ce que je pouvais dire sur les généralités, aveugles, grottes, hibernation. Alors, une saison chez les chauves-souris, vous prenez une grande tarte, vous coupez en deux, en haut vous mettez novembre, en bas vous mettez avril. Toute la partie de droite, c'est là où elle roupille. Novembre, décembre, janvier, février, mars, et en avril elle se réveille. 5 mois qu'elle dort. Mais pendant ces 5 mois, il faut quand même avoir beaucoup de conditions. Elle doit trouver des endroits où elle est au calme, des endroits où il y a beaucoup d'humidité, je l'ai déjà dit, des endroits où ça ne gèle pas. Ce qui fait qu'il y a des chauves-souris chez nous qui migrent. Elles se reproduisent au nord des Pays-Bas, mais elles viennent dans nos Ardennes pour aller chercher des grottes, pour aller passer l'hiver dans ces grottes. Parce qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas de grottes. Et donc, il y a des chauves-souris qui s'adaptent à nos bâtiments. Il y a des chauves-souris qui se reproduisent pendant toute l'année en haut du château, dans les greniers du château, et qui vont passer l'hiver dans les caves du château. Si les caves sont assez sûres pour garantir le non-gel de ces animaux. Ensuite, avril, pendant 1 mois, elles vont reprendre des forces. Vous pensez bien que pendant 5 mois où elle a dormi, elle a consommé la graisse qu'elle avait mis, et ça me ferait du bien. Ça me ferait du bien, si jamais je pouvais dormir pendant 5 mois. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à maigrir. Hein. Donc pendant 5 mois, je sais pas. Bon, donc, elle consomme la graisse, on va attendre que c'est passé. Elle consomme sa graisse, ce qui fait qu'au mois d'avril, quand elle va commencer à voler, ben, elle va devoir manger parce qu'elle doit reprendre de l'énergie, elle doit reprendre de la lumière. Et puis au mois de mai, elle va mettre bas. En général, un petit, par saison. Parfois des jumeaux, mais c'est très rare. Mais c'est toujours qu'un seul petit. Et là, je vous fais une petite aparté. Je pense que quand on a choisi le nom des chauves-souris, on a eu l'extrême imbécilité d'aller mettre le mot souris. Souris. Ça va gratter, ça va faire caca, ça va me ronger le bois, ça va ramener des maladies, ça va avoir plein de jeunes et ça va se reproduire et je vais en avoir partout en 6 mois de temps. Je ne viens pas du tout. Les chauves-souris,
sont des insectivores et pas des rongeurs. Un seul petit par an. Par contre, comme elles ont peu de petits, elles vont vivre longtemps. Vous voyez que des gosses, ça ne permet pas de... Et donc, il y a le fait que, comme la reproduction, comme on vit longtemps, on peut avoir une reproduction plus lente. Une souris normale, elle vit à peu près 2 ans maximum. Une chauve-souris, celle qu'on va voir ce soir, 20 ans. Elles peuvent vivre pendant 20 ans. Il y en a même qui vont jusqu'à 35 ans. Donc vous voyez que c'est totalement différent comme groupe d'animaux. Et c'est le terme souris qui a été très mal choisi. On aurait pu dire la musaraigne volante. Eh bien là, les gens auraient eu une autre mentalité, une autre approche vis-à-vis de cet animal. Alors, l'horloge me rappelle que je dois aller un peu plus vite. Et donc, j'en étais où? J'en étais... la reproduction. Et alors, elle a un petit. Elle va le porter les premiers jours, elle va l'emporter avec elle. Elle va aller chasser pendant la nuit avec le petit accroché dans son pelage. Mais dès qu'il va devenir un peu plus grand, eh bien, elle va devoir le laisser à l'endroit où elle l'a mis bas. Et c'est pour ça que les chauves-souris femelles essayent de trouver un endroit où elles peuvent laisser beaucoup de petits en même temps. On appelle ça une maternité, parce que les petits vont pouvoir se rapprocher et se réchauffer mutuellement en attendant que les mères sont parties chasser et qu'elles reviennent les allaiter. Par contre, les mâles, eux, vont vivre complètement isolés. Ils vont vivre à 2 ou 3, et c'est tout. Et je suis étonné que personne ne me dise « Mais Martin, t'as oublié quelque chose. » Quand est-ce qu'ils font crac-crac? Oui, oui, oui. Ah ouais. Mais à quel moment? À quel moment? Bien, les chauves-souris ont trouvé un système fantastique. C'est qu'après la période de reproduction, donc à partir de cette période-ci, on va dire septembre, les chauves-souris vont se rapprocher de l'endroit. Elles vont d'abord reprendre des forces. Les petits savent voler, ils sont indépendants. Elles vont reprendre des forces. Elles vont faire de la graisse pour pouvoir passer l'hiver. Elles vont rapprocher de l'endroit. T'en as vu? Oui, il y en a une qui vient de passer. Ok. Alors. Il y a combien d'enfants? Non, non, ne levez pas tous les bras, les vrais enfants. Regardez les enfants. Ah, la chauve-souris. Oui. Ah, hein. Allez, rentre. Allez, rentre. Si vous voulez le mettre sur 40. Sur 40. Mettez-le sur 40. Vous en avez là? Vous voyez, il a 5 pots. Les invités. Ah, ça c'est une grosse. Ça, c'est une grosse. Il y a attrapé la chauve-souris. Elle est rentrée dans le... Ouais, ouais, elle va. Alors, je continue, j'en étais où? La Oui, reproduction. donc, elles vont se retrouver, mâles et femelles, à vouloir rentrer dans les grottes pour aller passer l'hiver. Voilà, voilà. Ouais, la petite ficelle. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elles vont s'accoupler. Et il y a des mâles qui, eux, pour trouver la bonne migraine, ils attendent qu'elles commencent à dormir. Et puis elles disent, tu n'auras pas de migraine, j'arrive. Et clac, clac. Pendant qu'elles sont occupées de commencer à dormir, ils s'amusent. Et donc, les chauves-souris ont trouvé ce système de, plutôt que de dépenser de l'énergie alors que je suis épuisé après le printemps, à chercher après un partenaire, à faire une parade, à m'accoupler, à devoir faire le développement embryonnaire, eh bien, elles font l'accouplement juste avant l'hiver. Elles vont déjà commencer un développement embryonnaire et puis elles vont cesser pendant tout l'hiver. Et au printemps, hop, je peux prendre la partie finale, 1 mois, et puis je peux mettre bas. Et donc, c'est quand même une technique
technique de survie qui est quand même phénoménale. Hein. Vous avez la même chose par exemple avec les chevreuils. Le chevreuil, ça coupe avant, on va dire vers le mois de décembre, et puis à un moment donné, sa reproduction va s'arrêter et va attendre les beaux jours, et hop, le développement embryonnaire se refait. Pas sur commande, mais c'est en fonction de la longueur des jours et des nuits. Donc les chauves-souris ont utilisé ce système-là pour pouvoir. On appelle ça, cette période, on appelle ça le swarming. C'est la période où les ornithos sont les plus assidus, parce que ce sont les chiroptérologues, parce que ce sont les derniers moments où ils auront des contacts volants, si vous voulez, avec les chauves-souris. Après, elles sont endormies. Donc là, ça va être le comptage des colonies diverses. Donc novembre jusqu'au mois d'avril. Il faut quand même, donc on est en mai, juin, juillet, pratiquement en août. Donc il faut quand même 4 mois pour être totalement indépendant. Pratiquement 4 mois. Et quand vous disiez qu'il s'attache longtemps, Il s'attache sur le vent. Il s'accroche à la main. Ah ouais. Il reste vraiment accroché dans le oui, vous pouvez les voir, mais de chance, il faut d'abord repérer la colonie. Et une fois que vous avez repéré la colonie, il suffit de vous mettre à la sortie et vous allez les voir sortir. Ah oui, mais pour voir portant, non, le petit il est vraiment minuscule. Ah oui, c'est vraiment minuscule. Et une chauve-souris, vous avez vu, ça vole quand même assez vite. Il faut déjà la suivre avec la meilleure façon, c'est une tape-mouche. Et puis vous gardez un peu. Voilà. S'il vous plaît. J'ai trouvé une morte il y a quelques années. Ah oui, oui. Ça m'a un chat qui C'est malheureusement, je vais faire passer, c'est une qui est morte, une pipistrelle qui est morte. Quels sont leurs prédateurs? Vous venez d'en parler. Les chats entendent les ultrasons et ils sautent plaquent les ultrasons. Chaque année, on a des chauves-souris, on nous signale des chauves-souris blessées par les chats. Alors tout ce qui est fouine, la fouine peut aller les déranger dans leur colonie. Elle va manger les petits. Il y a les clochers ont été aménagés par la région wallonne il y a quelques années. Soit il fallait déterminer si c'était la commune qui décidait si c'était aménagé pour les effraies des clochers ou pour les chauves-souris. Mais pas les deux en même temps, parce que l'effraie va aller manger les chauves-souris. C'est très bien les ça va? Et donc, il y a certains rapaces. J'ai un ami qui a refait sa toiture. Il ne savait pas qu'il avait une colonie de pipistrelles. Et donc, il me dit, je suis le matin, je suis occupé d'enlever le roofing, etc. de ma toiture. Je vois qu'il y a des chauves-souris qui décollent. Il y a un faucon cresserelle qui est arrivé, il en a pris 3 en quelques instants. Il a tué 3 chauves-souris en quelques instants. C'est bien la preuve que les chauves-souris sont partis en vol de nuit pour éviter les prédateurs. Mais ça a une autre conséquence pour nous. C'est qu'il existe en Belgique 1200 espèces de papillons de nuit. Et il n'existe qu'à peu près, je pense que c'est 80 espèces de papillons de jour. On pense que les papillons de jour, ce sont des papillons qui se sont adaptés au jour pour échapper justement aux chauves-souris. Donc vous voyez que ce qu'on nous on trouve de très beau, eh bien, est en fait une conséquence de la chauve-souris. Ce sont des théories, hein, tout peut se discuter. Je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si tu veux quelque chose que je voudrais... Magnétisme. Oui, j'ai parlé de l'orientation. Hein. Oui, j'ai plus parlé de l'orientation que du magnétisme. Alors, si vous ne savez pas quelle est la taille de cette petite chauve-souris que vous avez vue là, vous prenez un sucre, ça c'est à peu près son poids, 5 grammes. Elle rentre dans une boîte de verre. Donc, un joint de briques pour passer la journée, elle rentre entre deux briques et elle peut rester là pendant toute la journée, elle peut partir la nuit suivante. C'est pas un problème de rester dans un joint de briques. Si vous prenez une chauve-souris, j'ai souvent, deux ou trois reprises, j'ai dû aller remettre des chauves-souris dans leur colonie.
parce que les gens les avaient trouvés au sol et les avaient pris. Et c'était des jeunes. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de retrouver l'endroit où les personnes m'ont indiqué. Je mets la chauve-souris sur le mur. Je vous assure que ça grimpe à une vitesse phénoménale. C'est ce fameux pouce qui est transformé en crochet qui leur sert à monter et leurs petites pattes qui essayent de les aider. Ça grimpe quand même facilement. Hein. Ça se déplace facilement. C'est presque aussi horrible que ces grosses bestioles dans les films d'horreur. Ça va? On parlait de la tête à l'envers, parce que nous, si on se met la tête à l'envers, oui. eux, il n'y a pas de... Non, il y a ces fameuses valves comme nous on a dans le ventre. Elles ont ça, mais à l'envers, pour permettre justement. Ouais. Comment elles mourent? Merci. Vous avez encore des questions? C'est que j'ai été compris. Yes. Ce que je vous propose, c'est... Ah oui, je ne vous ai pas expliqué les bases détecteurs. Vous êtes dans des ultrasons, c'est-à-dire des sons que nous n'entendons pas. Eh bien, ces petites boîtes, elles captent le son que nous, on n'entend pas, et elles nous le restituent dans notre gamme auditive. À quoi ça nous sert? Ça nous sert en fonction de la fréquence, de l'endroit où on est, de la saison où on est, de pouvoir déterminer, ça c'est une pipistrelle, ça c'est une sérotine, ça c'est une noctuelle, parce qu'il existe, je vous ai dit, 23 espèces différentes. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste au point que je pourrais dire, tiens, ça c'est une sérotine, ça c'est une noctuelle, rien qu'à écouter. Mais un vrai spécialiste, les potes que je fréquente, ils ont des enregistreurs qui captent les sons et qui leur disent. Il y a des graphiques. Ils ont un ordinateur et l'ordinateur il dit ça c'est une sérotine, une telle espèce, elle vit encore chez sa maman, elle s'appelle Germaine, c'est vraiment, ils ont toutes les informations en quelques instants. C'est comme mythique, ça va aussi vite. Ça va? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va promener et on va aller faire un petit tour. On va essayer d'abord d'être en contact ici. Apparemment, il y a une colonie ici. Ça en tout cas, elles viennent des Oblats et elles viennent chasser ici. Donc je pense que même en faisant le tour, on devrait pouvoir... Et alors, je voudrais, si je peux me permettre de vous mettre à l'honneur, monsieur m'a expliqué ici qu'il est un ancien brasseur. Il avait une brasserie ici. Cette brasserie a été détruite. Mais comme il avait des chauves-souris, il a construit, je ne peux pas le dire, il a construit un abri dans son jardin pour les chauves-souris. Et il a 3 à 4 chauves-souris, c'est ça? Il y a une réserve de 3 à 4 chauves-souris qui passent l'hiver. Il y a une réserve de chauves-souris là-bas. Il y a la grotte tout à fait. Il y a une grotte. Non, Les hibernolans. C'est une glacière aussi ici? Oui, c'est une glacière. Ah oui. Ah oui? Okay. Moi j'ai visité des glacières pour aller voir les chauves-souris. Entre les joints de briques, hein, il faut descendre, il faut aller les voir. La chauve-souris à l'entrée. Ah oui, ça c'est super. On sait atteindre, non hein. Mais bon, quelque part il vaut peut-être mieux que ce soit privé, vous comprenez, c'est quand même des animaux. Essayez de vous imaginer, quand on fait le comptage dans certaines parties. Donc moi je fais ça du côté de Comines. Hein. Et alors j'étais allé à Ypres et il y avait des anciennes casemates de l'époque espagnole. Et là on voyait les chauves-souris qui pendaient au plafond. Eh bien rien que le fait de notre présence, on était quand même une dizaine à commencer à compter, eh bien à un moment donné on voit les chauves-souris qui commencent à vibrer. Ça c'est qu'elles perçoivent la chaleur, la différence de température à cause de notre présence. Là il faut partir parce qu'elles usent de la graisse pour se réveiller. Elle sent son instinct lui dit de se réveiller, donc elle va utiliser de l'énergie. Si elle doit faire ça 10 fois en plein hiver, eh bien elle risque peut-être de ne pas avoir assez d'énergie pour arriver jusqu'au bout de son énergie. Oui, ah oui, oui. Mais en plein hiver, vous pouvez voir des chauves-souris parfois. Hein. Simplement parce qu'elles se réveillent régulièrement. Hein, on pense qu'elles se réveillent une fois par semaine. Elles essayent de constater si le gel rapproche. Et si le gel rapproche, elles vont se déplacer dans la grotte. Elles vont s'éloigner.
Mais au printemps, elles auront besoin du courant d'air pour savoir la sortie elle est par là ou elle est par là. Donc quand c'est des grands réseaux souterrains, elle a besoin de savoir s'orienter dans ces grands réseaux. Ça va? Il y a la personne qui a... Là, il y en a une qui... J'allais dire, elle vient de passer. Ah, c'est ça l'amplification du bruit. Oui, c'est ça. Le tac. Donc elle capte le son que nous on n'entend pas et elle le rend audible pour que nous on puisse les percevoir. Si je prends une boîte, donc ici elle est sur une certaine fréquence, si je fais ceci, vous ne l'entendez pas. Je fais simplement, je ne fais pas de bruit, hein, je frotte simplement ma peau, rien que ce son-là, oui, comment on peut le percevoir. Ça passe à Là, ça passe très ça m'angoisse. Oui, là, vous devez... Je vais dire 5 ou 3 ans, ça. Hein?